Une attaque a été perpétrée dans le nord-est du Mali ce mardi. Bilan, au moins 10 personnes tuées. Nouveau combat entre des milices rivales ce mercredi en Libye. Bilan, au moins 5 personnes tuées. Puis le Comité international de la Croix-Rouge déplore les conditions de détention en Afrique et dans le monde. D'autres précisions dans ce journal. Voilà, c'était là le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre, au Mali, au moins 10 personnes, membres d'un groupe armé et civil, ont été tuées ce mardi dans le nord-est, une zone de confrontation entre des djihadistes liés au groupe État islamique et deux groupes armés soutenant les troupes maliennes et françaises. Voici les détails. Nouvelle attaque dans le nord-est malien. Perpétrée à Inekar Ouest, près de la frontière nigérienne, elle a coûté la vie à une dizaine de personnes, des combattants du mouvement pour le salut de l'Azawad et des civils. Si l'identité des auteurs de l'attaque reste inconnue pour l'heure, le responsable du ministère de l'administration territoriale attribue son origine à des terroristes. À l'issue des affrontements, les assaillants ont procédé à l'exécution sommaire d'une vingtaine de personnes civiles, dont des personnes âgées, en plus des éléments du poste de sécurité du MSA, morts au combat. Du côté des assaillants, plusieurs morts sont aussi à signaler. Le nord du Mali est tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, à la faveur de la déroute de l'armée face à la rébellion à dominante Touareg, d'abord alliés à ces groupes qui l'ont ensuite évincé. Les djihadistes en ont été en grande partie chassés ou dispersés suite au lancement en janvier 2013 d'une intervention militaire qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques meurtrières, malgré la signature en 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes dont l'application accumule les retards. Même registre, mais cette fois-ci au Kenya, où 21 personnes ont été tuées dans l'attaque ce mardi d'un complexe hôtelier de Nairobi par des islamistes radicaux. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à la presse le chef de la police du pays. Accompagnés de démineurs et d'équipes cynophiles, les forces de sécurité kenyanes ont repris ce jeudi une fouille minutieuse du complexe hôtelier attaqué par un commando de 5 islamistes radicaux. Selon le chef de la police kenyane, le nombre de victimes de l'attentat terroriste perpétré dans le complexe hôtelier de Nairobi est passé à 21. Ce sont les nationalités des personnes qui ont malheureusement perdu la vie. 16 Kenyans, un Britannique, un Américain et 3 personnes d'ascendance africaine que nous devons encore identifier. Les islamistes radicaux somaliens Shebab, qui ont revendiqué dès ce mardi l'attaque dans un complexe hôtelier de Nairobi, ont indiqué ce mercredi avoir agi en représailles au transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Dans un communiqué diffusé par CIT, le groupe affirme que ses combattants ont suivi les instructions du chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, de s'en prendre à des intérêts occidentaux et israéliens. Ils ont attaqué le complexe 262 en réaction aux commentaires du président américain Donald Trump et à sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, poursuit le texte. Au moins 5 personnes ont été tuées dans de nouveaux combats entre des milices rivales ce mercredi au sud de la capitale libyenne, Tripoli. Ces nouveaux affrontements font ainsi voler en éclats un accord de cessez-le-feu conclu en septembre dernier sous l'égide des Nations Unies. Reportage. De nouveaux combats ont opposé des milices rivales dans le sud de Tripoli, remettant ainsi en question le cessez-le-feu conclu en septembre dernier. Un premier bilan du ministère de la Santé à Tripoli fait état de 5 personnes tuées et 20 autres blessées lors de ces affrontements. Selon des témoins, des tirs intermittents étaient entendus mercredi au sud de la capitale où des routes ont été fermées à la circulation. Les combats ont repris en dépit d'un avertissement de la mission de l'ONU en Libye qui a mis en garde contre toute violation de l'accord de trêve de septembre. Pour rappel, les violences s'étaient arrêtées après un accord de cessez-le-feu conclu
sous l'égide de l'ONU, mais entre fin août et début septembre, des combats opposant des groupes armés venant d'autres villes de l'ouest libyen et des milices tripolitaines ont fait au moins 117 morts et plus de 400 blessés. Les milices rivales s'adonnent à une lutte d'influence pour dominer la capitale et contrôler les institutions et les richesses du pays plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est divisée avec la présence dans l'Est d'un cabinet parallèle appuyé par l'armée nationale libyenne autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Son processus de stabilisation est toujours en panne. Une dernière conférence internationale sur sa situation en novembre à Palerme a été plombée par les divisions persistantes entre Libyens d'une part et entre pays tiers impliqués d'autre part. Direction le sud-ouest du Cameroun, où plus de 30 voyageurs ont été enlevés ce mardi par des séparatistes présumés sur un axe routier. Notons qu'il s'agit là de l'une des 2 régions anglophones du pays en proie à un conflit armé. Voici les précisions. Au moins 30 personnes ont été kidnappées sur l'axe reliant Buea à Kumba, au Cameroun. L'axe sur lequel le kidnapping a eu lieu est devenu l'un des plus dangereux du pays en raison des assauts des séparatistes. En effet, des voitures de transport en commun ont été attaquées par des hommes armés. Depuis plus d'1 an, ils ont pris les armes pour exiger la création d'un État anglophone indépendant. Les enlèvements d'autorités, de militaires et policiers ainsi que des civils se multiplient dans les 2 régions anglophones en crise, au sud-ouest et au nord-ouest, entre autres pour maintenir la pression sur le régime de Yaoundé. Dans ce conflit, se sont en outre invités bandits et pillards qui rackettent les populations et les entreprises. L'armée camerounaise a elle-même été accusée de violation des droits humains en zone anglophone par des organisations internationales. Plus de 200 membres des forces de défense et de sécurité camerounaises y ont perdu la vie, ainsi que plus de 500 civils, selon le centre d'analyse International Crisis Group. Cette édition se poursuit au Zimbabwe. Les autorités ont intensifié la répression ce mercredi en arrêtant une figure de la fronde, le pasteur Evan Mawarire. Mais le président Emmerson Mnangagwa, lui, a démenti que les forces de sécurité avaient eu recours à la violence. Au 3e jour de la grève enclenchée par la hausse des prix des carburants, les autorités zimbabwéennes ont intensifié la répression en arrêtant ce mercredi le pasteur Evan Mawarire, une figure de la fronde. Son arrestation intervient alors que le président Emmerson Mnangagwa appelait au calme. Porte-drapeau des manifestations antigouvernementales de 2016, le pasteur Mawarire a été interpellé à son domicile de Harare et placé en garde à vue. Ils affirment qu'il a incité à la violence par le biais de Twitter et des réseaux sociaux, a déclaré son avocate Béatrice Mtetwa. Selon une association d'avocats, il devrait être déféré devant un tribunal ce jeudi matin. Par ailleurs, une 60aine de personnes ont comparu ce mercredi devant la justice à Harare pour violence publique, accusées d'avoir jeté des pierres sur la police ou bloqué des routes. Toutes ont été placées en détention provisoire. Le Zimbabwe est le théâtre depuis ce lundi de violentes manifestations contre la forte hausse des prix des carburants à la pompe décrétée le week-end par son gouvernement. Ces 2 principales villes, Harare et Bulawayo, tournent au ralenti, privés de transport public et magasins fermés. Les forces de sécurité ont sévèrement réprimé la contestation. Interrompue ce mardi, l'accès à l'Internet et aux réseaux sociaux a été partiellement rétabli mercredi soir. Après un aller-retour éclair ce mardi au Gabon pour la prestation de serment du nouveau gouvernement, le président gabonais Ali Bongo a repris sa convalescence au Maroc en lien avec un accident vasculaire cérébral. C'est du moins ce qu'a révélé ce mercredi son entourage. Son séjour dans son pays, après 2 mois et demi d'absence, aura duré moins de 24 heures. Le chef de l'État gabonais a décollé ce mardi en fin de journée de Libreville, où il était arrivé ce lundi soir en provenance de Rabat, la capitale marocaine, pour présider la cérémonie de prestation de serment des 38 ministres du nouveau gouvernement au palais présidentiel. Un événement organisé sans public et sans presse, 8 jours après une tentative de putsch, la 2e de l'histoire du pays. Mais ses concitoyens ont pu le voir dans une vidéo diffusée par les médias officiels gabonais. Les images le montrent assis sur un fauteuil roulant, le regard fixe lors des rares plans serrés qui durent 1 à 2 secondes.
Le Conseil des ministres, prévu après la prestation de serment, a finalement été annulé sans explication. Victime d'un accident vasculaire cérébral le 24 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite, Ali Bongo Ondimba avait été transféré au Maroc fin novembre, d'abord dans un hôpital militaire, puis dans une résidence privée mise à sa disposition pour sa convalescence. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte est arrivé à N'Djamena au Tchad. Il y rencontrera le président tchadien Idriss Déby. Voici les détails. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte s'est rendu au Tchad où il a parlé de la lutte contre la traite des êtres humains, de la prévention des menaces terroristes et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays avec le président Idriss Déby. L'Union européenne ne peut pas être soumise au trafic illégal de vies humaines. Elle ne peut être submergée par cette cruelle réalité, mais elle doit l'empêcher, tout comme elle doit prévenir les menaces terroristes. Votre pays a pris toutes les mesures des actions fortes que nous menons sur les différents théâtres d'opération en vue d'endiguer la menace terroriste aussi bien dans le bassin du lac Tchad que dans le bande sahélienne. Je salue votre engagement et nous comptons sur... Je salue votre engagement à soutenir des projets concrets dans le domaine des énergies renouvelables, de l'agriculture, de l'élevage, ainsi que le renforcement des capacités dans les différents domaines. Le Tchad est l'un des États africains engagés dans la lutte contre les organisations djihadistes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest. À ce titre, il a reçu en novembre des États-Unis, grand allié d'Israël, des véhicules et navires militaires d'une valeur de 1,3 million de dollars, environ 1,15 million d'euros. Puis le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Morey, a estimé que les conditions de détention continuent de se dégrader en Afrique et dans le monde, principalement en raison de la surpopulation carcérale. C'était au cours d'une visite effectuée à la principale prison d'Abidjan en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Ici, cette prison, je suis venu vous faire part de nos préoccupations quant aux conditions de détention qui continuent à se dégrader dans nos santé. Ce matin, je vous parle depuis Abidjan, ici, demain, ça pourrait être Conakry, Lomé, Dakar, l'Amérique centrale ou n'importe quel autre contexte. Je tiens à souligner que l'un des problèmes les plus sérieux est lié à la surpopulation carcérale et son effet domino sur la santé, le bien-être mental et physique des détenus. Les ressources, un appel destiné aux autorités responsables et à la société civile, à la communauté internationale est important aujourd'hui. C'est un appel que nous devons apprendre tous ensemble à faire mieux pour améliorer les systèmes de détention. Voilà, c'est sur cette note que s'achève cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur CICA. Très vite, au revoir.